Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre le format qui a été posté il y a de ça quelques temps sur le côté programmation. Donc en fait, je vous embarque un peu avec moi sur une construction de cycle ou une construction de bloc en fonction des situations que je trouve intéressantes. Et la dernière vidéo, la première de ce style-là, a bien été appréciée. J'ai eu quelques retours. Donc je me suis dit que j'allais continuer sur cette lancée. Et aujourd'hui, pour un petit peu de mise en contexte, on va s'attarder sur le cas de Tessa. Donc Tessa, c'est une athlète que je coach depuis un peu plus d'un an maintenant. Elle est en moins de 63 juniors. Et là, le week-end dernier, on a eu le championnat régional du CRES, donc à la maison à Montpellier. Et du coup, elle a pu participer à cette compétition, toujours chez les moins de 63 juniors. L'idée avec Tessa, c'était d'aller chercher potentiellement le minima France en junior. Je sais plus à combien il est. Je sais qu'on a pu forcément l'obtenir. Hop, on va aller voir ça. Faut savoir que ce minima, on l'a échoué 2 fois sur la saison précédente, qui était du coup sa première saison. Le minima était plus bas et il a augmenté cette année. Donc c'était un challenge non négligeable que d'aller l'obtenir. Donc là, donc le minima, voilà, c'était 375 kilos. On a réussi à obtenir 380 kilos. Donc j'étais vraiment très content, très content de Tessa et du résultat au sens large, résultat général. Euh, on a vraiment fait du bon boulot. Je reviendrai dessus un peu plus précisément. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on est sur le post-compétition. Et j'étais en stand-by pour savoir si Tessa allait repartir plutôt sur un cycle de préparation à une autre compétition comme les France, en l'occurrence avec l'obtention du minima, ou bien si on enquillait sur un hors-saison ou un système de construction habituel, on va dire. Là, force est de constater qu'on a réussi à obtenir la qualif, donc on va pas se priver d'aller faire les France. Donc là, en fait, cette vidéo, je vais essayer de faire le cheminement un petit peu. Je vais pas aller dans la précision de la construction du bloc, mais je veux vraiment montrer comment je procède du post-compétition sur le lancement de la préparation à venir. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc la première chose à faire de mon côté, je reprends les vidéos des lifts qui ont été réalisés lors de la précédente compète, donc celle qui a eu lieu il y a de ça quelques jours, pour déjà clarifier un petit peu, au-delà du côté programmation, clarifier un peu l'aspect technique, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait, ou qu'est-ce qui peut être amélioré techniquement parlant sur les lifts de compétition le jour J, avec des charges donc qui sont max. Alors il faut savoir que là, sur le squat, on a réussi à squatter 130 kg. 130 kg, c'est la charge max qu'elle a réussi à squatter durant sa préparation. Elle avait de la marge, elle n'était pas au taquet, que ce soit sur l'entraînement ou que ce soit sur la compète. Mon choix se portait sur 130 kg. Je pense qu'elle était capable, à ce moment-là, quand elle a passé sa seconde barre, quand elle est sortie, je lui ai dit d'ailleurs, je pense que tu es capable de squatter 132 à 135. On assure à 130 parce que l'idée, c'était surtout de ne pas perdre de kilos sur le squat et le bench pour pouvoir, dès la deuxième barre du deadlift, aller accrocher le minima. C'est vraiment la configuration idéale. Si elle était restée sur 125 par exemple, et on le verra après 67 ou 70, on n'aurait pas pu le faire dès la seconde barre, ça aurait fait une seconde barre vraiment très haute, donc on aurait eu une seule option pour décrocher le minima, et ça c'est un truc à prendre en compte. Ok, donc là, squat relativement sécure, on va dire, d'un point de vue choix de la charge. Donc est-ce que techniquement ça s'est bien passé? Moi je trouve que techniquement c'était parfait ce squat. On n'a pas de défaut majeur, je la revisionne en même temps. Il n'y a vraiment pas de défaut majeur, le dérac il se fait bien, c'est stable et solide, il n'y a pas de déformation, le tronc part pas dans tous les sens. Donc pour moi c'est bien. Le début du mouvement, à la limite, si on chipote un petit peu, et ça je lui avais déjà dit, c'était un gros défaut qu'elle avait avant, qu'elle a réussi à bien corriger, c'était le fait de déverrouiller ses genoux et ses hanches doucement. Ça c'est quelque chose que vous pouvez retenir. Un athlète qui a tendance à casser sa flexion de genou, casser sa flexion de hanche assez brusquement dès le début de sa descente, de son excentrique, c'est un athlète qui aura tendance à moins bien conserver sa tension au cours de l'excentrique pour la restituer sur la phase concentrique. Donc moi, je demande toujours d'avoir déjà une flexion qui est équilibrée entre genou et hanche,
Et deuxième chose, avoir une flexion qui est progressive, linéaire et sur laquelle l'athlète ne se précipite pas. Donc voilà, si je chipote, il y a ça, et après je retourne la voir, mais en bas du mouvement, elle avait tendance à se relâcher un petit peu. Là, franchement, elle l'a super bien géré. La portion basse est très bien gérée. Le tronc ne se déforme pas, ça part pas trop en avant. Les genoux restent dans le bon axe. Donc là, franchement, sur le squat, nickel. Juste appuyer ce petit conseil qui avait déjà été mis en place de faire un début de descente, en fait, un petit peu plus progressif. Ça reste du détail, mais bon, on le garde en tête. Ensuite, sur le bench, qu'est-ce qu'on peut voir à cette vidéo? On peut voir qu'elle a une claque qui est vraiment soft, très très soft touch. Elle vient juste effleurer la poitrine avec la barre, ce qui lui permet de conserver un maximum de tension. Et là, on a pu le voir, sur ce jour-là, le bench s'est passé vraiment à merveille. Le bench, c'est à la limite le mouvement où on était le plus aléatoire, dans le sens où elle s'entraîne généralement soit sur Fitness Park, soit sur Basic Fit, et pas sur Calibré. On a essayé de mettre en place des trainings pendant la préparation sur Calibré, où elle faisait l'effort de faire 1h15 de voiture pour venir à Espace Forme, etc., pour s'entraîner sur du matériel qu'elle retrouvera en compétition. Ça, c'est quelque chose, quand vous en avez la possibilité, mettez les moyens pour au moins faire une séance pour pas être perdu le jour J. Donc ce bench à 72,5 et même à 70 au cours des précédentes préparations, elle avait fait des échecs sur ces charges-là parce qu'en fait, elle avait tendance à changer son point de touche. Son point de touche était relativement aléatoire une fois surcalibré. Elle perdait son extension thoracique et le point de touche tapait soit trop haut en direction des clavicules, soit trop bas en direction du sternum. Il n'était pas vraiment équilibré, ce qui faisait que elle arrivait globalement à conserver sa tension. Par contre, au moment de réengager, elle se retrouvait à coups. En fait, elle avait parfois les coudes un petit peu trop ouverts et des trajectoires qui étaient relativement aléatoires. Là, elle l'a super bien géré, donc ça c'est parfait. Il n'y a pas vraiment de correction ou de variation spécifique pour ça. Là, l'idée, ce sera d'appuyer le côté correctif en demandant de conserver une extension thoracique maximale en bas du mouvement, parce que bien souvent, on a tendance à s'écraser un tout petit peu, on va dire sur les 10 derniers centimètres, et également avoir un maximum d'entraînement sur du matériel calibré. Pour elle, ce que je vais lui demander, on le verra après, je pense qu'il y aura 3 blocs, c'est d'avoir au moins un entraînement à la fin du premier, au moins un entraînement à la fin du second, et au moins les 2 entraînements les plus lourds du picking. Ça lui fera 4 fréquences sur du calibré, ce qui permettra d'ancrer quand même de bons repères. Et enfin, son mouvement fort, donc le deadlift. Au niveau du deadlift, c'est là où on a de la correction encore à l'heure actuelle. Je pense qu'on va le voir dans la vidéo. Donc là, elle a 177,5, ça commence à être une barre vraiment intéressante pour une KT comme ça. Et là, en fait, on peut voir, et c'est quelque chose qui est récurrent, donc c'est pas uniquement sur son max, elle a un ancrage de hanche qui est pas optimal. On va le voir ici. Elle a une position où elle vient fixer ses hanches, et du coup un certain angle de tronc. Et quand elle commence à pousser, les hanches prennent un léger point de fuite, donc remontent, et donc par conséquent, c'est mécanique, le tronc se penche un petit peu plus en avant, et donc elle a un angle un peu moins favorable pour débuter sa poussée. En fait, ce qui me dérange, c'est pas tant le fait de débuter avec les hanches assez hautes et le tronc relativement penché, c'est plus le fait qu'il y ait un ancrage et une modification de cet ancrage sans que la barre décolle au cours du mouvement. Ça fait une modification de posture, modification de position, et ça, au plus on peut l'éviter, au mieux c'est. Donc pour Tessa, mon mot d'ordre durant les prochaines semaines de préparation, ça va être de fixer et d'avoir un point d'ancrage au niveau des hanches plus précis et qui ne se modifie pas ou moins au cours de la mise en charge. Ok ? Et on va voir après d'un point de vue programmation ce qu'on peut faire. Donc là, c'est la première chose que je fais généralement post-compétition. Et après, du coup, je reprends le format, le fichier, pardon, coach que vous avez déjà vu la dernière fois. Donc ça,
ici, c'est le cycle qu'on a utilisé. Donc là, cycle qu'on a utilisé pour sa préparation. Donc ça, c'est son picking. Et ça, c'est le bloc de préparation au picking. Au niveau des analyses que j'ai déjà réalisées tout à l'heure pour gagner un petit peu de temps, sur le squat, on était sur une moyenne de 8 à 9 séries. Ok. Toujours faire attention quand vous évaluez le volume en nombre de reps, en nombre de séries, etc. par semaine, hebdomadaire. Corréler toujours ce volume-là, pardon, à l'intensité. Si Tessa, c'est marqué, elle tolère 9 séries. Est-ce qu'elle tolère 9 séries avec des rep range très élevés et des intensités très basses? À l'inverse, c'est des rep range très bas avec des intensités très hautes. Ça, on ne sait pas. Moi, je le sais puisque c'est moi qui la coach. Mais dans votre tête, au moins, en tout cas, pour faire un bon boulot de coach, il faut que vous puissiez corréler ce volume avec l'intensité. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Déjà, on a tous les mouvements qui ont été réalisés en comp, donc en spécifique pour le squat, parce que c'est un mouvement qui est plutôt constant. Auparavant, on avait fait de mémoire un petit peu de high bar ici. Ici, on avait du high bar, c'était sur un cycle plutôt hors saison. Et après, c'est très souvent du pattern de compétition, parce que son mouvement est assez constant, assez stable. Donc, pourquoi induire une variation? On pourrait très bien mettre une variation pour créer de l'élan, entre guillemets, artificiellement, j'ai envie de dire, mais grâce à la variation. Mais là, dans un point de vue technique, correctif technique, sachant qu'en plus, elle fait pas non plus de la force athlétique depuis très longtemps, pas besoin de griller des cartouches de progression, on peut rester sur ça, avec une incrémentation linéaire, classique, voilà. Ensuite, là, j'ai l'utilisation du double back-off, donc plutôt sur le picking, mais également sur la dernière semaine ici. Ce double back-off, je l'utilise parce que Tessa, elle a un passif au niveau d'inflammation, de raideur, de douleur à répétition sur la zone sacro-iliaque, bas du dos, lombaire, on appelle ça comme on veut. Ce format top set back-off initialement, avec un top set lourd, des back-off lourds, ça allait, on va dire, sur des intensités en dessous des 90%. Et dès qu'on arrivait sur des fins de bloc pré-picking et le picking, on se retrouvait avec une Tessa qui avait des douleurs au dos et on arrivait en compétition où on pouvait pas vraiment exploiter parce que les intensités étaient mal managées. Ok. Donc, à la suite de ça, on a essayé de faire un top set lourd et des back-off très légers. Elle n'avait plus mal, mais à la fois, elle était déconditionnée et on arrivait à la compétition pas assez forte et pas avec assez de repères sur ces charges-là pour performer et décrocher le minima. Donc, ce que j'ai mis en place, c'était et c'est le double back-off, donc avec un back-off assez intense, pardon, un top set assez intense, un back-off toujours intense et un autre back-off plus léger pour maintenir un volume cohérent, mais sans générer trop de stress et de fatigue, et ça a super bien fonctionné. Pareil sur le deadlift, ok, un peu la même logique ici. Sur le jour secondaire, on a un format que j'appelle up, donc work up, ramp up, on appelle ça comme on veut. C'est juste une gamme ascendante, avec ici 5 kg en termes de différence de charge, et je l'ai conservé avec juste un rep range un petit peu plus bas, sur le jour secondaire du picking. Ça a très bien fonctionné comme ça. Donc je sais que cet agencement-là, il permet à Tessa d'arriver en forme, sans douleur, et lui permet de progresser tout simplement. Donc ça, on va le conserver, on va pas y toucher. Vous verrez, ça va être assez rapide cette analyse. Au niveau du développé couché, le Larsen, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt par rapport à la problématique que j'ai évoquée juste avant, où elle avait tendance à se relâcher un petit peu au niveau de la partie thoracique, et je trouvais qu'elle avait un manque d'activation sur la chaîne, on va dire, générale du haut du corps. Quand elle avait le leg drive bien actif, on voyait, lorsque la trajectoire se perdait, ou bien que la cage s'affaissait un petit peu, que le haut du dos, le haut du corps, pardon, les dorsaux, tout le maintien scapulaire était pas franchement bon. Et depuis qu'on a intégré le Larsen, où là, elle n'a pas d'autre option
que d'activer son haut du corps, étant donné qu'il n'y a pas le bas du corps pour prendre le relais, ben, on a vu vraiment un très bon transfert sur les charges lourdes et sur l'activation sur le comp, ou en tout cas avec les pieds au sol. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais conserver. C'est ce que j'ai noté là. Et ce qui fonctionne bien au bench, contrairement ici par exemple au squat, c'est pas forcément du top set back-off, hormis sur le jour principal, mais là c'est beaucoup de format fixe à incrémentation très linéaire, avec 2,5 ou 5 kg de différence selon les périodes. Ça c'est quelque chose qu'on va conserver. Et ici, toujours dans le même esprit, ça fait le lien en fait entre le closer et le Larsen. Le closer, l'idée, c'est de rester sur un rep range assez haut. Vous voyez, ici on a 3x7, 3x8 pour rester sur une dominante d'activation et de sollicitation vraiment musculaire. Toujours pour matcher avec l'objectif d'avoir un haut du corps très actif et qui nous permet de conserver de l'activation et un bon transfert sur charge lourde. Donc voilà pour le bench. Et ensuite pour le deadlift, on a le format cluster qui offre de super repères parce que là on parle des hanches. Ces hanches là, ça a arrivé aux alentours de 135-140 quand elle avait un max à 165. Maintenant ça arrive plutôt aux alentours de 160 quand elle a un max à 177. Donc petit à petit on décale le seuil avec sa progression, mais aussi avec de meilleurs repères, de meilleurs ancrages. Donc vraiment, ce cluster, il est efficace et il faut qu'on le conserve. Ça permet d'avoir un bon tonnage avec un bon volume, avec des intensités qui sont élevées par rapport à son ARM. Donc ça, c'est très intéressant à conserver. On peut le voir que j'ai vraiment pas modifié, si ce n'est un petit peu le volume, ici avec un 8x1, puis ensuite avec un 10x1. J'ai vraiment pas modifié le format entre le bloc d'approche et le picking. Ça a très bien fonctionné. Toujours le double back-off ici aussi. Et par contre, là, on a eu un taper un petit peu anticipé. Dans le sens où, là, le squat, on a un début de bloc à 105 sur un doublé, puis 12, puis 20, puis 27. Donc on atteint en fait le pic d'intensité ici. C'est le samedi de la semaine 4 sur 5. Donc samedi de la semaine 5, c'est la compétition. Et là, on va chercher le pic d'intensité au squat et au bench, samedi. Et par contre, sur le deadlift, sur cette semaine-là, on est déjà en phase de décharge. On est en phase de pic d'intensité ici, donc quasiment une semaine avant, 5 jours avant, sur ce pic au deadlift. Donc là, je l'ai noté. On est vraiment sur un format qu'on doit retrouver plus tard, d'un taper un peu anticipé sur le soulevé de terre. Ça veut pas dire qu'on fait une décharge partout. On peut voir que le taper, il commence déjà uniquement sur le top set qui est à 170. Ici, on fait un transfert à 162. Par contre, le back-off, il passe de 55 à 57 et de 47 à 50. D'accord? Et idem pour le cluster, 47 à 52. Donc, ça veut dire qu'on monte encore. Donc, qui dit début de taper ou pic d'intensité ne veut pas dire que on met tous les facteurs en descente, parce que là, on risque d'avoir un déconditionnement. Si on fait un pic 2 semaines plus tôt et qu'ensuite tous les deadlifts sont en chute, selon les profils, ça peut marcher, mais avec un profil comme le sien, qui est forte, mais pas non plus astronomique, on n'a pas 220 kg sur le soulevé de terre, qui est relativement, on va pas dire peu expérimenté, mais intermédiaire, elle récupère quand même suffisamment bien. Je vois pas d'intérêt de faire un taper aussi long. Donc là, ça a vraiment bien fité et c'est quelque chose qu'il faudra conserver. Sur les analyses, quelque chose qui est aussi assez sous-estimé, analyse des accessoires. Ok, sur les accessoires, que ce soit en termes de fréquence, quand est-ce que j'utilise des mouvements de poussée, plutôt des mouvements de tirage, les exercices un petit peu clés qui lui permettent de rester en santé et performante. Là, on pouvait voir que le fait de conserver le hip thrust, le RDL et le GHD, ça lui a permis de vraiment garder une chaîne postérieure active, donc de pas se reblesser au dos et d'être performante tout simplement sur son soulevé de terre lors de la compétition. Donc là, ce petit trio, je sais d'ores et déjà que je vais pouvoir le replacer par la suite. Ok ?
Et enfin, pour les analyses techniques, c'est un petit peu ce qu'on a dit avant, l'ancrage des hanches au deadlift, le bench avec le côté élévation qui doit être maintenu, et enfin, au squat, des descentes régulières, parce que parfois, elle avait tendance à descendre un tout petit peu moins par le passé, donc je garde un œil dessus. Ça, c'est mes notes à moi. Je garde un œil dessus, mais si c'est pas nécessaire, j'irai pas lui répéter sans cesse ce côté-là. Je reste attentif simplement. Et bien sûr, le travail de résistance, pareil, ça c'est quelque chose qui a été fait en amont. Elle avait tendance à chuter assez brutalement sur les derniers centimètres de descente. Là, ça a été bien fait. Donc ici, on restera juste en stand-by pour s'assurer que ça reparte pas comme avant. Donc là, prochaine étape. Donc là, toutes mes analyses sont faites. Prochaine étape, FF Force. Je connais les dates, mais bon, je vous le montre pour vous. Calendrier. Hop. Donc, on parle des championnats de France de force athlétique 2025. Donc, ça sera du 19 au 26 avril. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Calendrier. On est le 15, donc la prépa débute le 20 janvier. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, on a entre 13 et 14 semaines avant la compète. Donc, tout simplement, moi, ce que je fais, c'est que je duplique. Hop. 13 à 14 semaines pour donc les France Juniors. Comment on fait quand les France sont organisées sur une semaine pour deviner? C'est un petit peu du coup de poker. Pour savoir quand notre athlète va passer, parce que quelque chose qui est sous-estimé aussi, mais d'une semaine à l'autre, la préparation ne se fait pas de la même façon. Ok, la durée des blocs ne va pas être la même. Tessa, elle a réalisé, on va dire, à 5 kilos près, pile poil le minima. Ça, c'est ma réflexion. Je peux me tromper, on verra. Elle a réalisé pile poil le minima. Elle est en moins de 63. KT fourni, avec très souvent, voire même tout le temps, 2 groupes. Ok. Donc, ce qui veut dire que à 99% sûr, elle sera en groupe B. Généralement, les groupes B passeront plus tôt pour clôturer le championnat avec des groupes A. C'est juste des devinettes, d'accord? La dernière fois, ça a été, je crois, groupe B le jeudi. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle fermera pas le championnat. Donc, ça sera pas samedi ou dimanche. Donc, ça sera pas 14 semaines pleines. Ça sera 13 si elle passe le premier week-end ou 13 et demi. D'accord? Ça va pouvoir m'aider un petit peu à calibrer tout de même. Au moins, je serai pas pris de court et c'est bien de le savoir. Ok? Qu'est-ce que je fais à partir de là? Les objectifs, ils vont être très clairs. Répéter la même qualité que la prépa précédente. Parce que ça s'est très bien passé, on a PR partout, on a réussi à avoir une grosse progression au total, 32 kg et demi, c'est vraiment excellent. Moi, tout ce que je demande, c'est de répéter exactement la même chose en faisant attention aux petits problèmes et détails techniques, mais d'un point de vue correctif de coaching et pas induire de nouvelles variations ou quoi que ce soit, ce serait pas nécessaire et pas judicieux. Donc ça, c'est mon objectif. Et deuxième objectif, bien sûr, qu'elle progresse et qu'elle arrive plus forte. Et pour ça, je joue la carte de la sécurité dans ce cas présent. C'est tout simplement induire une progression au tonnage. Donc, vous voyez là, les petites charges 97,5, 107,5, etc. Mon idée, ce sera juste, par exemple, de débuter à 100, puis 110, en reprenant exactement le même schéma, mais en drivant la progression par l'élévation du tonnage. Et ça sera amplement suffisant, à mon sens, parce qu'on sort d'une compète avec de la progression et sans dommage corporel. Elle est intacte, j'ai envie de dire. Donc, pas besoin de changer.
Le cycle de référence, donc, c'était ces 10 semaines-là. Ok? Qu'est-ce qu'on fait pour matcher avec ces 13 à 14 semaines? Moi, tout simplement, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est ça. Je décale mon cycle, si j'y arrive. Il n'y a rien de farfelu, vraiment. C'est ce que j'aimerais... j'y arrive pas. C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre au travers de cette vidéo. C'est que quand quelque chose fonctionne, on analyse, on tire des conclusions assez rapides, et puis on passe à la suite en reprenant un schéma similaire, surtout quand le temps de préparation, il est court. Parce qu'on n'a pas énormément d'options, quoi. Donc là, on sera sur 3 blocs. Pour l'instant, je ne rentre pas les charges ici de tonnage parce que ça va dépendre de son évolution préalable. Mais je sais que là, on débutera sur ces formats. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer 3 à 4 semaines. On essaiera d'avoir les informations avant le bloc prochain pour savoir si on le fait durer ou pas. Mais tout simplement, ce que j'aime bien faire, c'est avoir un premier bloc de transition-réadaptation avec un volume de série progressif et un volume de répétition régressif. Je trouve que c'est intéressant pour chercher à sortir un petit peu du format très spécifique pour derrière avoir une meilleure réponse adaptative de la part de l'athlète, avoir ce côté cassage de monotonie pour le relancer bien correctement. Donc là, l'idée, ce serait de débuter sur un 3x6 et derrière aller chercher une incrémentation classique un petit peu avec le même style d'incrémentation qu'on a ici. D'accord? Avec ici, pardon, le 4x5 à 97. Ici, le 5x4 à 105. Et ici, ce que j'aime bien faire, c'est un top 7 derrière. Donc, on aura un top 7 en triplé entre 115 et 120. Les charges, je les avais déjà calculées au préalable. Hein. Je vais pas tout vous refaire non plus. Et derrière, on a ça avec le moins 10%. Ça, c'est un schéma que j'aime beaucoup. Avec, donc comme je disais, progression au niveau des séries, régression au niveau des répétitions. Ça permet d'avoir un bon momentum et d'arriver ici sans trop de fatigue. On n'arrive pas avec un athlète épuisé. Pour autant, il remonte quasiment sur ses barres max en peu de temps. Et c'est un truc que j'utilise beaucoup. Ici, pas de prise de tête. On reste sur le format workup, d'accord? Pour le bench, on restera sur la même répartition. Juste, j'irai augmenter le rep range un petit peu partout avec ici rien de fou, hein. Franchement, c'est simple. Faut juste essayer d'être un peu smart et pas partir dans tous les sens. Et j'irai chercher ça. Par contre, je laisserai la single en 3CT 2 blocs consécutifs parce que c'est un format et une variation qui nous a beaucoup aidé à maintenir la cage haute durant les 3 secondes. Donc là, si on mange 8 à 9 semaines de 3CT, il y a de grandes chances pour que derrière le comp puisse être intéressant. Et l'idée à l'issue de ce bloc-là, ce serait de faire tomber au moins le 72,5 qu'on a fait en compète, voire pourquoi pas 75 en 3CT, pour être vraiment sur une grosse confiance, et par la suite sur le picking, aller chercher encore plus haut sur le comp, pourquoi pas 77 ou 80, et là on serait vraiment en très bonne posture. Ok? Pour le deadlift, même principe que le squat, on commencerait sur un ici x5 en format fixe. Et derrière, réduction. Et là, un top 7 en doublé ou en triplé. Je me pencherai dessus juste après. Pour le format cluster, celui-là, je vais le conserver. Par contre, pour avoir un certain élan, j'ai pas envie de conserver exactement le même format avec que des singles pendant 3 blocs d'affilée. Donc, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de le transformer. Généralement, Tessa, elle a accumulé jusqu'à un 12 x 1. Donc en fait, ce que je vais placer, c'est un 6 x 2, 6 à 8 x 2, on va dire, selon comment elle répond, avec une charge plus basse. En fait, c'est un cluster, mais juste en doublé, d'accord? On pourrait appeler ça un EMOM ou peu importe. C'est un format qui fonctionne bien et ça permet de rapidement faire la transition vers un cluster un petit peu plus classique sur du 10 ou 12 x 1
pour la relancer par derrière sur son cycle de référence. Donc là, voilà ma réflexion par rapport à Tessa. J'espère que ça peut éclairer certains sur le comment on sort d'une compétition pour se relancer sur une autre. C'est des choses qui sont assez instinctives chez moi. Je sais pas si vous avez envie qu'on aille encore un peu plus dans le détail, aborder d'autres choses, d'autres problématiques. Dites-le moi, à la limite, en commentaire, ça fait influenceur là. Mais dites-le quelque part ou envoyez-moi un message sur Insta ou autre pour voir si vous cherchez vraiment d'autres choses, si ce type de vidéo vous plaît comme c'est présenté ici. Et puis voilà, comme ça, en fonction, on cherchera d'autres axes de travail et puis on continuera ce type de vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi cette nouvelle ce nouvel échange là autour de la programmation. Et puis on se retrouve pour la prochaine.